Chers auditeurs, c'est Jimmy. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle version en format podcast des rencontres polars de Jimmy. Le principe, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir 2 auteurs spécialistes du polar qui seront titillés, asticotés, mis sur le grill et que sais-je encore, par 4 chroniqueurs et enregistrés en public à la médiathèque de Fâche-Tuménil. Dans ce 2e épisode, nos invités ont été Amélie Antoine et Rosalie Lowy. Je vous laisse apprécier l'éclairage que nous livre chaque autrice de son propre univers. Bienvenue aux rencontres polars de Jimmy pour le 2e épisode. En ce qui concerne l'épisode 1, vous pouvez écouter le podcast avec Franck Tillier et Marc Falvaux sur votre plateforme préférée. Et maintenant, en route pour l'enregistrement du 2e podcast avec 2 auteurs et nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Au micro, il y a Jack. Jack est un monsieur. Merci. Incontestablement mâle. M-A, accent circonflexe, L-E. Et il n'est pas bêta. La question est, son côté alpha va-t-il se révéler ce soir ? Mais alors pourquoi ? Suspense. Vous le saurez dans quelques minutes. Il y a Élodie. Bonsoir. Élodie, elle est indispensable parce que son métier se situe dans le médical et plus particulièrement en psychiatrie. Et avouons-le, ça peut être utile avec les 2 auteurs que nous recevons ce soir et qui sont arrivés en nous lançant un « on est chaud patate, waouh !» Alors Élodie, face à ce défi, prête à intervenir ? Toujours, je sors mes contentions s'il faut. Il y a Judith. Judith, c'est la taulière. Elle nous accueille à la médiathèque de Fâche-Tuménil avec son équipe formidable. Judith est connue comme le loup blanc pour son goût de la littérature noire. Vous la tenez, là, loup blanc, littérature noire. Ça va. Comment ça va, Judith ? Mais ça va très bien, très très bien, merci. J'espère que vous aussi, tout va bien. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Amélie Antoine et Rosalie Lowy et nous les accueillons comme il se doit. Si tu me cherches, tu me trouves. C'est quoi cette histoire de louve ? Élodie, à toi. Moi, du coup, je vais les chercher. Moi, je voulais parler du collectif Les Louves du Polar, dont vous faites toutes les 2 parties. Mais je ne vais pas vous poser des questions simplement comment ça se passe. Je vais vous titiller un peu plus. Les louves, j'ai fait un petit parallèle avec l'animal. Une louve, d'abord, ça vit en meute. Qu'est-ce que ça apporte, la meute du collectif ? Le premier avantage que j'y trouve, c'est le groupe, justement, le fait de plus être seul. Et donc, oui, quand on est auteur, c'est quand même un métier, finalement, très solitaire dans l'écriture. Et donc, se retrouver dans une meute, donc ça apporte pas mal de sororité, beaucoup d'entraide, de partage. Et donc ça, c'est un des premiers éléments qui, moi, en l'occurrence, m'a motivée. Mais il n'y a que des louves ? Oui. Alors, pourquoi avoir mis les garçons de côté ? Eh bien, parce que au départ, le constat qui a créé le collectif a été de dire que les autrices francophones du polar étaient peu visibles dans les librairies, dans les salons. Voilà, donc le collectif est né en septembre 2022, donc il a un peu plus d'1 an et demi. Et donc, c'est vrai, c'est ce que vous vérifiez en salon, Amélie ? Oui, si, ça se remarque quand même. Ça se remarque en librairie. Lors des salons, c'est vrai que on a quand même assez régulièrement des remarques sur est-ce que, en tant que femme, on est en capacité d'écrire des histoires horribles ? La réponse est oui. Et donc nous, on est ensemble pour répondre. On vous a lu, on confirme. C'est clair. Hein. Du coup, c'est pour déstigmatiser l'image de la femme et de l'autrice ? Je sais pas si c'est pour déstigmatiser. Moi, j'avoue que je suis pas une féministe dans l'âme. Moi, ce que j'aime dans les louves du polar, c'est le fait, effectivement, d'avoir un groupe d'entraide. Il se trouve que c'est un groupe féminin.
parce que les autrices dans le paysage francophone, les autrices de polar ont quand même du mal à s'imposer, bien plus que dans la littérature blanche ou la littérature de genre comme le feel-good. Et donc ça a un intérêt en tout cas de se battre de manière collective, d'avoir aussi un front par rapport aux éditeurs, etc., de pouvoir partager des informations. Et à ce niveau-là, je pense qu'on s'y retrouve et qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent grâce au Louvre. De manière individuelle, je pense que nos livres gagne aussi en visibilité parce qu'il y a un collectif derrière qui le promeut et où on s'entraide, on se lit les unes les autres. On fait aussi des projets un peu plus drôles comme des vidéos à certains moments de l'année. Voilà. Alors, en parlant de visibilité, il y a eu un article dans la presse hebdomadaire la semaine dernière, un article qui concernait le polar, et on a parlé des louves du polar. Donc c'était dans un hebdomadaire qui propose le panorama de la télé. On ne citera pas. Pour ne pas le citer. Et donc, je vous lis l'extrait qui vous concerne. Les louves du polar. La démarche ne fait pas l'unanimité. Certaines autrices pointant la surreprésentation du thriller parmi ses membres. Sous-genre où les stéréotypes sexistes ont encore la peau dure, y compris lorsque des femmes sont à la plume. Alors, il y a Céline Dangean, qui est une superbe, magnifique autrice de polar et de thriller, qui a créé, avec d'autres, Les Louves du polar, qui a mis l'extrait sur les réseaux, et il y a eu plusieurs centaines de commentaires, dont un que je vais vous citer. Effarant de bêtises, il y a encore du boulot. Ça, c'est Rosalie qui l'a écrit, mais avec un autre pseudo. Rosalie. Elle a failli écrire « Waouh, on est chaud patate ». Elle s'est rendue compte que ça n'avait pas trop de rapport avec le post initial. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Rosalie ? Rosalie Lowy. Alors, sur l'extrait, c'est vrai que l'extrait, moi, j'ai réagi par rapport à l'extrait. Et donc, l'extrait, en effet, ne présente pas forcément les choses de bonne manière. Après, quand on lit l'article, il faut nuancer les choses, et on met quand même en évidence dans l'article que justement le collectif fait bouger les lignes et amène à féminiser un petit peu le genre du polar. La notion de sous-genre, j'ai pas le sentiment, après l'avoir relu plusieurs fois l'article dans son entier, dans son ensemble, que c'était trop stigmatisant en fait, parce que c'est vrai qu'on a un problème en France, c'est qu'il faut toujours qu'on mette un livre dans un genre. Voilà. On n'écrit pas un roman, on écrit soit un thriller, un polar, un feel-good, un polar historique. Voilà. Donc on est toujours à catégoriser les choses, mais c'est pas forcément entre guillemets péjoratif. Voilà. Mais en même temps, ça fait parler de nous. Finalement, c'est pas mal. Dans Télérama en plus. En plus. Et en parlant de genre, on parle de genre littéraire, mais la littérature policière, on va dire dans son ensemble, thriller, etc., c'est un genre qui est énormément lu en grande partie par les femmes, mais qui reste encore beaucoup écrit par les hommes. Est-ce qu'il y a un genre, dans le genre féminin-masculin, est-ce qu'il existe une écriture féminine spécifique à ce genre policier ? Enfin, à un moment donné, on disait que les hommes, c'était plutôt la violence, le gore, le machin, et les femmes plus, on va dire, dans la psychologie, l'écriture, oui, sur les nuances. Mais moi, à force de lire des hommes et des femmes, je trouve qu'il n'y a pas vraiment ça, quoi. Il n'y a pas vraiment ça, finalement. Ouais, moi, je suis pas convaincue que si on anonymisait tous les romans policiers des 5 dernières années, les lecteurs seraient en capacité de dire qu'est-ce qui a été écrit par une femme ou par un homme. Oui, moi, je pense aussi. Oui. Jacques, oui, à propos des louves, le mâle, pas alpha, parce que je prendrai pas ce risque ce soir. Le mâle que je suis vous demande quelle a été la réaction de mes congénères à la création de ces louves. Comment les hommes, les auteurs, se sont comportés, ont-ils réagi ? Il y a eu, je pense, 2 réactions. Il y a eu beaucoup de réactions. Finalement, la première des réactions, y compris la mienne, d'ailleurs, de beaucoup, c'est une prise de conscience, de se dire, ah oui, en effet, quand on va dans une librairie, ça a été vrai avec des lecteurs, c'était vrai avec des libraires, c'est vrai avec des organisateurs de salons, c'est de prendre conscience que finalement, comme ces autrices ne sont pas visibles, forcément, on les achète moins. Ça paraît bête. Donc, il y a aussi beaucoup d'hommes, auteurs ou lecteurs, qui ont eu cette démarche-là. Après, il y en a d'autres qui sont critiques, mais bon, ça, c'est... À partir du moment où on fait des choses, il y a toujours des personnes qui sont critiques. C'est le jeu. Oui. Bien, on va parler de vos démarrages.
dans l'édition. Vous avez eu toutes les deux des démarrages d'exception. Jacques, tu démarres avec Rosalie ? À quelques 40 ans et des poussières, en 2017, votre premier roman, Un bien bel endroit pour mourir, décroche le Grand Prix Femme Actuelle devant 604 autres manuscrits et tapuscrits, excusez du peu. Alors, quel effet ça fait d'arriver d'un seul coup comme ça au firmament ? Alors, pour confirmer, j'ai marqué, il faut toujours avoir la banane sans attraper le melon. A priori, ça s'est pas trop mal passé pour vous. Ça a été une période de ma vie particulière, donc on va pas pleurer. mais c'est vrai que ce livre est arrivé à un moment particulier déjà de mon travail d'écriture, puisque ça faisait des années que j'écrivais sans succès. Et donc j'étais à la limite d'arrêter, pour dire les choses. Et puis j'ai eu aussi une problématique de santé importante à ce moment-là. Et j'ai aussi failli arrêter ce livre en plein milieu. Et donc le fait de l'avoir finalisé et d'avoir pour le coup remporté un prix, moi j'attendais juste d'avoir d'avoir des retours sur mon livre à l'époque. Ça a été juste magique. Voilà. Donc, je dis toujours que ce premier qui a les imperfections des premiers romans, parce que c'est mon premier polar, j'avais écrit d'autres choses, mais c'était le premier polar, c'est mon troisième bébé. Voilà, parce qu'il est arrivé et depuis, il a lancé les choses de bonne manière. Alors Amélie, tu as connu un début dans l'écriture qui n'était pas forcément facile au départ, parce que tu as écrit Fidèle au poste. Tu l'as envoyé à je ne sais combien de maisons d'édition et il a été refusé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Tu t'es dit je continue parce que c'est vraiment ça, je sais que voilà, il faut que ça sorte, il faut que je sois édité, ou alors c'est pas bon, je me fais une raison. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Non, alors effectivement, quand j'ai écrit Fidèle au poste, je l'ai envoyé à un certain nombre de maisons d'édition en me disant que c'était la chose à faire, c'était la suite logique. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu en chaîne des refus pas forcément personnalisés. Et donc moi, je me suis simplement dit, le livre est nul. Enfin, c'est tout ce que je me suis dit. Le livre est nul. Bon, voilà, j'ai essayé, c'est pas grave. Et du coup, j'en suis venue à l'auto-édition. Simplement parce qu'à l'époque, j'ai lu un article de Rue 89 qui parlait de l'auto-édition en numérique. Et du fait qu'un certain nombre d'auteurs réussissaient à trouver leur lectorat comme ça et à ensuite se faire repérer par des maisons d'édition qui finalement se servaient d'Amazon comme un service des manuscrits 2.0. Et à l'époque, ce que je me suis dit, c'est pas ils ont tous rien compris à mon livre, c'est boulet, donc je vais le mettre sur Amazon et ça va cartonner. Non, je me suis dit, je vais le mettre, je vais tenter ma chance, et si ça marche pas, personne ne le verra. Et c'est simplement ça qui s'est passé. Donc je l'ai mis. Voilà. Et pour le coup, c'est pas n'importe qui l'a vu. En termes d'éditeur ? Oui. Oui, du coup, il a été assez vite repéré par plusieurs maisons d'édition. Et en fait, j'ai signé avec Michel Lafon à l'époque, parce que dans l'article de Rue 89, il parlait d'une autre autrice qui avait déposé son manuscrit sur la plateforme et qui avait été repérée par Florian Lafani des éditions Michel Lafon. Et quand je l'ai posté, je me rappelle très bien le jour où je l'ai mis sur Amazon, j'ai cliqué sur envoyer là, je me suis dit, j'espère qu'un jour Florian Lafani va m'appeler. Et donc, quand il m'a envoyé un mail, c'était sûr que ce serait avec lui que je signerais, même s'il y avait d'autres maisons qui m'avaient contacté. C'était le destin. Voilà, c'était le destin. Et puis, il y a eu aussi la traduction dans la foulée aux États-Unis. Ouais. Et ça a vraiment cartonné aussi. Ouais, combien de lecteurs en tout ? En tout, environ 250 000. Énorme. Mais voilà, avec le marché américain qui est énorme, qui n'a rien à voir avec le marché français. Ouais. Et c'est rare quand même, une autrice française qui marche comme ça aux US. Déjà, c'est ultra rare. Alors, ce parcours-là, parce que Amazon, à l'époque, a fait traduire du coup mon premier, mais ils m'ont suivi sur le deuxième et le troisième. Donc, j'ai mes 3 premiers romans qui ont été traduits en anglais, qui sont sortis aux États-Unis, dans les pays anglophones. Et en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive qu'aux auteurs qui, en librairie, font des best-sellers. Ça n'arrive pas autrement. Donc, ça, c'était une chance inouïe, en fait, clairement. Et qu'est-ce qu'on a comme pression, alors, quand on démarre avec un succès comme ça, toutes les deux, de se dire, le deuxième, en fait, on doit avoir une certaine pression qu'on se colle peut-être à soi-même, et puis est-ce qu'on pense au public, la crainte de le décevoir peut-être, enfin, je ne sais pas ce qu'on se dit à ce moment-là.
À chaque fois que j'écris un bouquin, j'ai toujours beaucoup d'appréhension, en fait. Et je me rends compte que malgré le temps, malgré, entre guillemets, l'expérience, on ne sait pas si l'idée qu'on va avoir, si ce qu'on va écrire va présenter un intérêt, ne va pas décevoir, déjà soi-même, et après aussi les lecteurs, parce que parfois on fait des essais. Moi, en l'occurrence, j'ai démarré avec un polar. Ma maison d'édition voulait que je fasse que du polar. Et le deuxième, c'était un roman. Donc déjà, c'était un peu risqué, entre guillemets. Mais il a bien fonctionné. Donc la maison d'édition était contente. Mais même au niveau du lectorat, ça peut en déstabiliser certains. Quand vous êtes dans le polar, parfois, il y a des personnes qui lisent que du polar, qui sont moins intéressés par ce que vous allez leur proposer de différent. Et puis d'autres pas, qui sont intéressés à lire des choses différentes. Et quand vous écrivez, donc, la peur de savoir si ce que vous produisez va être bon, est-ce que vous avez un panel d'essais ? Je sais que certains auteurs, certaines auteurs font lire à leur entourage avant pour savoir si avoir une première impression, oui. Oui. Moi, quand je travaille, j'ai ma première lectrice, c'est une amie écrivain, une amie belge, qui je suis sa première lectrice et elle est la mienne. Donc c'est Dominique Van Cotem. Et après, j'ai en effet des bêta-lecteurs, qui sont là pour me donner, alors qui ont des profils différents. Il y en a, c'est plus sur l'histoire, d'autres sur la pertinence, je sais pas, historique par exemple, en fonction des sujets ou l'aspect littéraire. Donc j'aime bien travailler avec des bêta-lecteurs. Et Amélie aussi. Alors moi, quand j'écris, je ne fais jamais lire avant que le projet soit entièrement... Alors c'est plus que terminé, c'est-à-dire que généralement, j'écris tout le roman, et quand il est terminé, je le mets de côté plusieurs mois, et ensuite je le relis, et donc à ce moment-là, je le relis presque comme une lectrice, en fait, puisque j'ai eu le temps de l'oublier, de passer à autre chose, et donc là, généralement, c'est uniquement à ce moment-là où je suis en capacité de me dire « Ok, j'ai réussi à faire ce que j'avais en tête ». Parce qu'il y a du temps qui est passé et j'ai un peu de recul. Généralement, à ce moment-là, c'est mon père qui le lit. C'est mon seul lecteur avant édition. Le maximum que je peux avoir de lui, comme retour, c'est ça fonctionne. Et donc ça veut dire qu'ok, ça marche. Mais des fois, en plus, il me dit « ouais ». Et ça te suffit? De toute façon, je peux pas lui faire changer... Et en fait, souvent, quand je suis en amont ou dans l'écriture, j'ai énormément de doutes. Et quand je l'ai terminé et que je l'ai relu plusieurs mois après, je sais qu'en tout cas, moi, j'ai fait ce que je voulais. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire que j'ai fait ce que j'avais en tête et je n'aurais pas pu faire mieux. Ensuite, je sais que le manuscrit va être retravaillé avec l'aide d'un éditeur qui va me donner des pistes, qui va me dire tiens, ça fonctionne pas, tel personnage, il faudrait faire ci, ça. Et donc, je vais retourner dans ma caverne et je vais le retravailler. Mais je sais qu'à ce moment-là, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et en vrai, c'est ça qui compte dans la vie, de faire tout ce qu'on peut. En fait, tu es ta première bêta-lectrice. Ouais, en un sens, ouais. Et quelque part, tu produis ton livre comme toi, tu l'entends et tu le sens. C'est pas, tu te poses pas la question de est-ce que ça va plaire au public, au lecteur. Ah non, en fait, je peux même dire que généralement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai un projet qui me vient, alors je me dis pas, tiens, je vais écrire pile un truc qui plaira pas. Mais quand j'ai une idée qui me vient... Elle est bizarre. Quand j'ai une idée qui me vient et qu'elle prend suffisamment de place pour que je me lance dans l'écriture du roman, je ne me dis jamais, est-ce que ça plaira au lecteur ? Parce que déjà, à la base, ça n'a rien à voir avec le roman précédent, ni même avec ceux d'avant. Et donc, je sais que déjà, ça sera un écueil. Donc, si je m'arrêtais à ça, j'écrirais rien. Et donc, moi, je sais que cette histoire-là, j'ai besoin de l'écrire. Et c'est ça qui me tient. Alors, parlons de Pourquoi tu pleures, donc ton avant-dernier roman, paru aux éditions Le Muscadier Noir. C'était quoi ton besoin d'écrire ce roman ?
Alors c'est toujours compliqué quand on parle de mes romans puisqu'on peut rien dire. Oui. Sinon, on spoil tout le monde. Et avant qu'on prenne le micro, Amélie nous a dit « Ah non, il faut rien dire sur mes romans. Hein. Ça va pas être facile. » Mais du coup, c'est compliqué parce que la plupart des questions, je suis toujours un peu coincée. Sans trop en dire sur le roman, ce projet-là, il a émergé sur une personne que je connaissais de manière assez proche et quotidienne, en tout cas, dans mon passé, et qui... C'est difficile, je pèse mes mots. Une personne dont, avec l'expérience, je savais que tout ce qui sortait de sa bouche, je ne pouvais pas penser que c'était la vérité. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un lien avec un être humain quand on échange. On part du principe qu'a priori, c'est n'importe quoi. C'était le projet, du coup, du roman. Cette personnalité-là m'intéressait, de travailler avec quelqu'un où, finalement, comment on construit une relation avec quelqu'un quand tout ce qui sort de sa bouche n'est pas fiable. Alors, pour qu'on n'en dise pas trop, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch sur ce roman ? Oui, qui du coup n'aura absolument rien à voir avec ce que je viens de dire. Alors si, ça a à voir, mais il faut le lire. Oui. Alors du coup, Pourquoi tu pleures en quelques mots, c'est l'histoire d'un couple, Lila et Maxime, qui sont mariés depuis un certain nombre d'années et qui viennent d'avoir une petite fille qui s'appelle Zélie et qui a 4 mois. Et donc, au début du roman, ils sont censés aller à une pendaison de crémaillère d'un collègue de Maxime. Et quand ils rentrent ce soir-là, Lila a passé une journée assez éprouvante avec Zélie, qui a été compliquée, qui a les dents qui poussent, enfin voilà, les problèmes de bébé. Et donc, quand il rentre, il voit qu'elle est épuisée. Il lui dit « Écoute, si tu veux, j'y vais seule. Et j'emmène la petite, comme ça, tu vas avoir une soirée, tu vas pouvoir souffler et te détendre. » Et elle accepte. Elle est bien heureuse de pouvoir se détendre un peu. Ils partent, elle s'endort devant un film, et quand elle se réveille à 3h du matin, ils ne sont pas rentrés. Elle essaye d'appeler son mari, qui bien évidemment ne répond pas, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Si on y décrochait, il disait oui, j'arrive dans 10 minutes, ça serait la fin. Donc il ne décroche pas, elle passe tout le reste de la nuit à tourner comme un lion en cage chez elle, jusqu'au petit matin où elle se décide enfin à appeler la police. Voilà, et quand j'ai dit ça, ça ne dit à peu près rien de l'histoire de Pourquoi tu pleures. C'est ça. Alors, on est d'accord, sauf que ce qu'on peut dire, c'est que le type est un type formidable, merveilleux. Elle, c'est une super amoureuse. Enfin, c'est bisounours, hein, quand même, au départ. Ouais. Ouais, c'est au départ. Et on se dit, c'est trop beau. Enfin, ça peut pas durer. Donc, à un moment, ça va déraper. Moi, ce qui m'intéresse souvent dans mes romans, c'est d'être dans une cellule familiale et de gratter le vernis qui a l'air effectivement très joli et solide au départ, et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais. Parce que ça interroge sur pas mal de choses personnelles aussi, ce livre. Ça interroge sur la parentalité, sur la maternité, sans spoiler l'histoire. Et puis, moi, ce que je me suis dit, ça interroge sur comment on passe de 2 à 3, en fait. Oui. Comment on passe du couple à une famille. Oui. Je pense que chacun le lit différemment, parce qu'en fait, ça renvoie à sa propre... peut-être à sa propre histoire aussi, et à ses propres incohérences, et peut-être même ses propres mensonges, puisque tu parlais aussi de mensonges, sur le bonheur de vivre ensemble, en fait. Ouais, sur les apparences qu'on veut donner à voir en public, et sur ce qu'il y a une fois que les portes sont refermées. Mais il y a un versant très psychologique aussi dans mon bouquin. Toujours avec toi. Bah non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages et creuser leurs failles et arriver à comprendre comment ils réagissent. C'est même une enquête anthropologique sur la vie des femmes en général. Parce que là, on aborde la vie de la fille, de l'épouse, de la mère. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit ce texte-là, je me suis dit qu'il parlerait à personne. Vraiment, je l'ai quand même écrit parce que moi, j'avais cette histoire-là, mais pour moi, il n'y avait absolument pas, comme d'autres romans que j'ai pu écrire, il n'y avait absolument rien d'universel. C'était quelque chose de très unique et spécifique. Et c'est que quand le livre est sorti et que j'ai commencé à avoir pas mal de retours de lecteurs et de lectrices et de gens qui m'ont écrit en me disant que je me suis reconnue, et que je me suis dit... En fait, il parle à tout le monde. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas...
prévu. En fait, il y a vraiment la place de cette femme qui est effectivement une mère, qui est une fille. Il y a l'importance aussi de la fratrie, c'est l'enfant du milieu, qui est toujours apparemment compliqué. Dans tes romans aussi, en fait, dans La malédiction de Reggio, il y a aussi cette histoire, ce poids de la famille, des descendances, des couples. Et il y a vraiment une résonance, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, entre vos deux romans. Il y a vraiment un lien ténu en fait sur ces thèmes-là, en fait, sur l'importance que... Moi, j'aime beaucoup aussi parler de la famille ou des individus. L'enfance est souvent très présente dans mes différents ouvrages, parce que l'enfance est à la base quand même de ce que l'on est après et de ce que l'on devient. Et la famille, en fonction des familles qu'on peut avoir, qui sont soit des familles, soit pas de famille, soit des familles dysfonctionnelles, soit des familles très, très présentes et très aimantes. Donc, le poids de la famille est primordial, en fait, dans la vie d'un individu. Et ça m'importe aussi énormément. Donc là, on parle de La malédiction de Reggio aux éditeurs Les Nouveaux Auteurs. Et toi, dans le poids de la famille, dans ton livre, Rosalie, c'est plutôt le poids de l'honneur aussi de la famille, puisque il y a aussi une vengeance, vendetta, voilà. Toi, tu vogues carrément entre deux époques et deux lieux géographiques complètement différents. Tu nous emmènes en Calabre en 1970 et sur la Côte d'Opale en 2022. Et là-dedans, faut essayer de trouver le lien quelque part. Moi, j'avoue que tout le long du livre, je me suis dit, je sens qu'il y a un lien, mais où est-il ? Et tu arrives à maintenir le suspense jusqu'à la fin, parce que au départ, on a deux histoires différentes, alors chacune avec leur façon, le poids de la famille, comme tu dis, mais qui vont peut-être arriver à se rejoindre aussi. Et je trouve que cet exercice d'écriture est tout à fait intéressant. Et est-ce que toi, tu avais déjà toute ta trame, ou c'est venu aussi en écrivant ? J'ai pas une trame très détaillée quand j'écris. J'ai quelques idées, j'écris un synopsis pour avoir, on va dire, les grandes lignes, les principaux personnages, quelques éléments dans l'histoire qui me semblent importants à un moment donné de mettre. Mais après, je me laisse porter. Donc, je me laisse porter par les personnages, par l'histoire. Et puis, il y a plein de choses qui surgissent au fur et à mesure. Et c'est vrai que dans celui-là, forcément, le lien... C'est le problème des polars, c'est ce que disait Amélie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est difficile, parce qu'on part souvent de notre idée, c'est la fin. Et donc, on ne peut pas en parler. Et donc, forcément, voilà, il y a quelque chose, à un moment donné, qui relie les deux histoires, a priori. Même dire ça, c'est pas bien. Mais bon, en même temps, on se doute que si c'est dans le livre, c'est qu'il y a une raison. Et parfois, ça n'a pas été forcément aussi évident de faire évoluer les deux histoires. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il fallait à un moment donné que ce soit équilibré, que ça se recoupe. Voilà. Donc, parfois, il a fallu que je fasse des choix dans la réécriture pour que les choses s'emboîtent correctement. Ouais. Jack, moi j'ai beaucoup aimé le côté non linéaire, pardon. Lapsus. Désolé. Qu'est-ce que c'est mal écrit. Oui. Mais avec ce parallèle, ça se situe toujours à côté de la mer. Il y a toujours la mer et les côtes qui sont présentes, que ce soit en Côte d'Opale, la Calabre, des mers différentes. Oui. Pas le même climat. Hein. Non. Mais ça, c'était un choix c'était un choix. Ouais. Et je pensais que je pensais que c'était très important quand même la présence. Et Wimereux dans la tempête tout le temps, c'est un choix. Mais cette fois-ci, ça donne pas envie. Hein. Cette fois-ci, oui. Mon premier, je l'avais situé au printemps. Oui. Et le deuxième, je l'ai mis dernier été sur la côte, c'était au mois de juillet. Et là, je voulais faire la malédiction de Reggio. Il y avait un côté très tragique. Dramatique, tragique. Donc, il fallait que ça se passe. Je souhaitais trouver quelque chose qui se passe en Italie pour pouvoir y planter l'histoire 50 ans avant. Et en effet, la tempête, je trouvais que c'était assez précieux pour rajouter de l'intensité à l'histoire. Ouais.
Et c'est bien parce qu'on est toujours en train de sauter d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre. Et ce qui, pour nos vieilles cellules, là, est très très bon. Ça nous force. Il faut rester concentré. Oui. C'est vrai. Est-ce que c'est un bouquin complexe ? Je sais pas. Enfin, complexe, ça dépend ce qu'on entend par là. Au niveau de... C'est un bouquin où il faut rester concentré. Je pense que pour le lire, il y a beaucoup de personnages. J'ai souvent beaucoup de personnages dans mes livres. Je pose une question au chroniqueur. Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages ? Non, on s'y retrouve. On se demande où on va arriver, mais on reconnaît bien les personnages, on les retrouve. Ça, c'est moi, ce bouquin, je l'ai lu en une seule traite. J'ai pas pu lire d'autres choses en même temps. Parce que là, ça m'aurait vraiment perturbé. Mais en plus, il n'y a pas que le fait que ça m'aurait perturbé, c'est aussi l'intérêt du bouquin qui me faisait rester dedans. Parce que j'avais envie. C'était vraiment... Bravo. Vraiment. Après, les personnages, ils sont ancrés dans leur époque. Oui. Quand on parle de Strongoli et de Rossano, on sait bien qu'on est en Calabre, 1970. Voilà. Et quand on parle des familles, parce qu'il y a aussi des disparitions d'enfants en 2022, là, on le sent que c'est ancré aussi dans la période 2022. Oui. Moi, ça m'a pas gêné d'avoir autant de personnages parce qu'ils sont ancrés dans chaque époque. Et du coup, je crois, enfin, je peux comprendre comment tu te situes en 2022 puisqu'on est qu'en 2024. Mais comment tu as fait pour 1970 et la Calabre ? Pourquoi cette région ? Pourquoi cette période ? Et comment tu t'es inspiré ? Comment tu t'es documenté pour pouvoir écrire là-dessus ? Alors, donc je voulais quelque chose de entre guillemets tragique. Donc tout de suite, ça a été l'Italie. Je voulais qu'il y ait un lien avec l'immigration dans notre région. Donc voilà, l'Italie, la Pologne. Enfin voilà, il y a des pays quand même qui sont fort présents. Mais donc l'Italie, ça m'intéressait. Je voulais que ce soit au bord de la mer pour avoir une résonance aussi au niveau du paysage. Et après, j'ai cherché. Parce que il fallait que je trouve un événement déclencheur. Et j'étais plutôt partie au départ sur quelque chose sur un fait divers. J'étais plutôt partie sur un fait divers et je suis tombée par hasard sur ces événements, les événements, donc la révolte de Reggio. Et là, j'ai été emportée par l'histoire, qui est pas vraiment très connue. Donc, événement post-68, donc dans les années 70 en Italie. Où en l'occurrence, donc, il y a eu une révolte, on va dire de gros mouvements sociaux à cette époque-là, donc avec des grèves massives, avec des émeutes aussi, et ça a tourné un peu en attentat. Il y a eu il y a eu des morts, il y a eu des attentats au cocktail Molotov, voilà, avec bien évidemment dans cette région-là la présence de la mafia. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, il y avait un terreau intéressant, et puis étant une ancienne RH, je me suis dit, tiens, si je mettais un Strongoli, donc un patron omnipotent à l'ancienne et mafieux, et un représentant syndical qui a le sentiment qu'il peut enfin s'exprimer au nom du groupe, parce que c'est cette époque-là, je trouvais que c'était bien. Donc, on a compris ton inspiration. Et alors, toi, en fait, tes personnages sont vraiment ancrés dans deux époques différentes, dans des lieux différents. Donc, les lieux aussi ont une incidence, je pense, sur les personnages, peut-être aussi sur la façon d'écrire, peut-être que l'endroit où on vit, dans des éléments aussi qui peuvent être vivants, bouger, etc. Et tu vois, Amélie, par contre, on est dans un huis clos. Plutôt, en fait, il y a beaucoup moins de personnages, on est dans un huis clos, et finalement, l'histoire peut se passer n'importe où, en fait. C'est ça, en fait, l'universalité que tu as découvert, en fait, avec les retours de lecture. Et en fait, vous avez vraiment beaucoup de thèmes, en fait, qui se rapprochent, mais vraiment sur des façons de les aborder complètement différentes. Ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, moi, dans la plupart de mes romans, les lieux sont parfaitement anecdotiques. Ouais. C'est pas du tout une dimension... qui m'intéresse. Les lieux sont purement
fonctionnel dans la plupart de mes romans. Des fois, ça peut m'arriver d'avoir besoin d'un endroit près de la mer. Bon, bah voilà, mais parce qu'il y a quelqu'un qui va se noyer, par exemple. Mais Faut sinon... que ça serve. Oui, non, il faut que ça serve, mais sinon, je suis jamais dans une description de paysage ou dans une atmosphère. C'est pas quelque chose que je sais faire, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse et là où je pense être un tout petit peu douée, c'est pour décortiquer les émotions et les mécanismes psychologiques. Ça m'intéresse de creuser des personnages. Et donc, effectivement, le lieu est toujours anecdotique. Parfois, sur des salons, il y a des gens qui me prennent fidèle au poste, mon premier roman, en me disant « Ah, il se passe à Saint-Malo ». J'ai envie de leur dire « Non, mais ça pourrait être à Dunkerque. En fait, il n'y aura pas de description de Saint-Malo dedans. » Mais après, voilà, comme ils me l'achètent, je leur dis pas. Et quand tu fais un salon à Dunkerque, tu dis « Oh non, il se passe à Dunkerque ». Bah non, mais je leur dis, en fait, j'aurais voulu vraiment... Mais il faisait trop froid. À Dunkerque, surtout que c'est la plus belle plage du monde. Mais voilà, il fallait aussi Saint-Malo... Oui, une question que je me pose, est-ce que ça vous est douloureux d'écrire ça? Parce que j'ai repris quelque chose dans vos pages de remerciements, Rosalie. Peut-être avais-je besoin d'être prête à partager son histoire qui avait été si éprouvante à écrire. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est éprouvant à écrire? Est-ce que vous souffrez? C'est peut-être trop intime de poser cette question, mais je vous la pose quand même. Non, l'écriture au départ, c'est vraiment du plaisir. Mais en même temps, pouvoir réussir à faire ce qu'on a dans la tête, c'est parfois compliqué. Donc ça dépend des livres. Il y a des livres qui sont plus, qui sont plus fluides. Quand j'ai écrit par exemple Mes nuits avec Bowie, qui est un roman, c'est sorti. Voilà, c'est sorti. J'ai pas, voilà. Sur les polars, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve qu'il y a une technicité. Pour ajuster les choses, on va dire à l'envers, pour essayer de faire en sorte que ça s'imbrique. Donc ça, c'est un petit peu plus douloureux au niveau de la technique. Après, sur ce que j'écris, est-ce que c'est douloureux? Non, pas forcément. On va parler de Un enfant sans histoire qui est sorti la semaine dernière, donc toujours aux éditions Le Muscadier Noir, donc avec Amélie. Il a été douloureux à écrire, celui-là? En fait, tout dépend de si la question c'est est-ce que c'est douloureux d'écrire des choses atroces. Auquel cas la réponse est non. Côté psychopathe. Oui, psychopathe. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a une certaine distance. Et puis il y a un moment, alors moi j'ai une très longue phase avant d'écrire le moindre mot. Il y a toute la phase de recherche, de construction de l'intrigue, des personnages. Et quand j'ai commencé à écrire le premier chapitre, c'est qu'il y a déjà toute l'histoire qui existe en fiche. Donc en fait, l'écriture en tant que telle, elle n'est pas éprouvante parce que tout a été fait en amont. Donc je vais pas dire au dernier moment, non, en fait, c'est trop dur, le pauvre, et si ça se finissait bien. Non, ça n'arrive jamais. Par contre, est-ce que c'est éprouvant l'écriture? Pour moi, la phase d'écriture n'est pas du tout ce qui me plaît le plus et ce qui me plaît le moins. Ce que j'aime, c'est faire des recherches et construire une intrigue et des personnages. Mais quand j'arrive au moment où tout est fait, mais qu'en fait, tout est fait que dans ma tête et sur mes fiches, mais qu'il n'y a pas de livre, et que donc je dois me poser pendant un certain nombre de mois, tous les jours, devant mon ordinateur à écrire l'histoire, ça, pour moi, c'est éprouvant parce que c'est un travail d'endurance, en fait. Et qui est nettement moins, pour moi, créatif que le moment où j'invente l'histoire. Ce que j'aime, c'est inventer l'histoire, c'est pas forcément l'écrire. Mais du coup, tu arrives à mettre à distance ce que tu écris et toi tes propres émotions, parce que tu interroges quand même des choses comme la parentalité. Une nouvelle fois, dans Un enfant sans histoire, c'est aussi un questionnement aussi sur la parentalité, alors différente. Mais alors en fait, quand j'ai l'histoire qui me vient et que je travaille dessus pendant des mois, je n'ai absolument pas conscience des enjeux et des thématiques que je traite. C'est-à-dire, moi, j'ai une histoire, j'ai des personnages, et donc je raconte leur histoire. Et c'est que lorsque le livre est terminé, que je me dis, mais alors en fait, j'ai parlé de ça, ça et ça. Et j'ai parlé de ça, ça et ça, pour des raisons plus ou moins personnelles, parce que j'avais besoin... Mais au moment de l'écriture, pas du tout. Je suis vraiment dans les personnages et l'intrigue, et pas du tout sur ce qui est caché derrière. Ouais. Pas sur ta propre histoire. Non. Heureusement. Sinon, je lui propose une consultation. Ça sera le mot de la fin.
Donc on va prévoir une consultation. Merci, mais ce n'est pas fini. Les rencontres polars de Jimmy continuent avec rencontres et dédicaces. Merci à notre libraire indépendante Caroline Leclerc de la Ruche aux Livres. Le pot de l'amitié. Merci à Corinne et Thierry Loustouré de la médiathèque. Et Clémentine aussi. Et pour l'organisation et la communication, merci à la médiathèque et à la mairie de Fâche-Teménil. C'est Fred Candeille du studio La Fabrique qui vous offre la qualité de ce podcast. Et pour nos interviews, pour le ton, pour les sujets abordés et plus si affinité, il a fallu les talents d'Élodie Lemaire, Judith Masson, Jacques Thomas et bien sûr nos amis Amélie Antoine et Rosalie Lowy. Et puis merci à moi-même. Les prochaines émissions seront le 14 juin avec 2 auteurs belges, Salvatore Mini et Jack Giaccoli. Et le 4 octobre avec Clarence Spitz. Merci. C'était le 2e épisode des rencontres polars de Jimmy avec comme chroniqueurs Judith Masson, Élodie Lemaire et Jacques Thomas. Et présenté par votre serviteur Jean-Marc Demetz, dit Jimmy, avec comme invités Amélie Antoine et Rosalie Lowy. Nous les remercions et vous invitons à retrouver leurs ouvrages chez votre libraire préféré. Ce podcast a été enregistré en public à la médiathèque Marguerite Yourcenar de Fâche-Tuménil. L'enregistrement, la réalisation et la musique de ce podcast ont été montés, mixés et produits par Fred Candeille pour Podcast by La Fabrique. Nous remercions aussi Corinne et Thierry Loustouré, le groupe Les Custos, Caroline Leclerc de la librairie La Ruche aux Livres, ainsi que la ville de Fâche-Tuménil. N'oubliez pas de nous suivre via notre page Facebook et Instagram, les rencontres polars de Jimmy. Et surtout, abonnez-vous à ce podcast pour profiter de nos prochains épisodes avec encore des invités exceptionnels.